Ceci est la Terre, il y a 335 millions d'années. Je n'existais pas encore, mais il n'y a qu'un supercontinent, la Pangée, tu vois? Regardons-les se déplacer en avance rapide. Ok, on y est, il vient juste de se séparer en deux énormes morceaux. L'Australie va par ici, l'Amérique du Nord et du Sud par là. Afrique, Asie, Europe se forment, et voilà la planète telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça continue, je veux dire, les continents sont toujours en mouvement. Avec le temps, certains d'entre eux vont s'écraser sur les autres, d'autres vont se séparer, mais ce phénomène va prendre environ 100 millions d'années. Mieux vaut le mettre en avance super rapide. 100 ans plus tard, les humains continuent de cracher du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et la planète s'est déjà bien réchauffée. Le niveau des océans du monde a augmenté d'environ 1,2 mètre. Les Bahamas, elles ont totalement disparu. Dans 200 ans, la population de la Terre est d'environ 19 milliards de personnes. Le climat s'est encore réchauffé, nous sommes entassés comme des sardines ici. Les nouvelles technologies médicales permettent de vivre jusqu'à 180 ans. Mais pourquoi ? Les réserves de combustibles fossiles, pétrole et gaz, ont disparu depuis longtemps. Oh, et les continents ont dérivé de plus de 5 mètres. La sonde spatiale Voyager 1 est sur le point d'entrer dans un nuage d'astéroïdes aux confins du système solaire. C'est l'objet artificiel le plus éloigné dans l'univers, je suppose. 1000 ans plus tard, grâce à une alimentation de meilleure qualité, les humains mesurent aujourd'hui 2 mètres en moyenne. La technologie a résolu les problèmes de pollution et de pénurie de carburant. L'humanité se porte à merveille, les robots font tout le travail, nous nous éclatons toute la journée. Le niveau des océans a encore augmenté de 3 mètres. Des îles comme les Seychelles, les Maldives, les Galapagos et bien d'autres ont été submergées. Le Danemark, les Pays-Bas, l'Est de l'Angleterre, la Thaïlande et le Vietnam ne sont que partiellement sous l'eau. Il y a eu une énorme migration humaine ces 100 dernières années. Avance rapide d'environ 5000 ans. Nous sommes en 8113. L'humanité se prépare à ouvrir la crypte de la civilisation. C'est une pièce hermétiquement fermée en Géorgie, aux États-Unis. Elle a été créée en 1940 et elle est remplie d'environ 800 livres sur microfilm, d'enregistrements de voix de personnes célèbres. Elle est également remplie de trucs de technologie de l'époque, comme un grille-pain, une radio et une machine à écrire. Des gens géniaux ont créé la crypte de la civilisation au cas où les humains subiraient une catastrophe majeure dans un avenir lointain et devraient reconstruire la civilisation à partir de zéro. On recommencerait tous à utiliser des machines à écrire. Dans 15 000 ans, notre planète a changé d'inclinaison et le désert du Sahara est maintenant un paradis tropical. Des années de pluie ont transformé le désert sec en une jungle sauvage. Dans 30 000 ans, la sonde spatiale Voyager 1 a enfin quitté le nuage d'astéroïdes aux confins de notre système solaire. Si elle n'entre pas en collision avec quoi que ce soit, elle volera dans l'espace lointain, sombre et ouvert pendant très longtemps. Dans 50 000 ans, le climat change beaucoup. La température sur Terre commence à baisser et nous approchons du début d'une nouvelle ère glaciaire. Le signal radio contenant un message spécial « Bonjour à tous les extraterrestres » envoyé dans l'espace en 1974, a atteint sa destination. Le message contenait le système numérique humain ainsi que des données sur notre ADN et notre système solaire. S'il y avait quelqu'un à l'autre bout pour recevoir ce signal, nous pourrions avoir une réponse de leur part. Dans 100 000 ans, l'une des plus grandes étoiles connues dans notre galaxie, Canis Majoris, explose avec une force énorme. L'explosion de cette supernova peut être vue depuis la Terre, même en plein jour. Et les nuits sont beaucoup plus lumineuses à cause de la nouvelle forte lueur dans le ciel nocturne. Quoi de neuf sur Terre ? Des supervolcans entrent en éruption un peu partout. Ces volcans crachent des quantités colossales de lave et de cendres partout. D'épais nuages noirs couvrent la majeure partie du ciel. Cela empêche les rayons du soleil d'atteindre le sol et la température de notre planète baisse encore plus. Les humains vivent principalement sous terre de toute façon, alors ce n'est pas grave. Comme les étoiles se déplacent progressivement dans des directions différentes, les constellations habituelles commencent à changer de forme. Bientôt, nous allons devoir trouver des noms de constellations totalement nouveaux. Dans 250 000 ans, oh, une nouvelle île est sur la carte. En 2021, c'était juste un volcan sous-marin, quelque part dans le Pacifique. Après avoir craché de la lave pendant des milliers d'années, il a finalement atteint la surface de l'océan et s'est échappé à l'air frais. Les chutes du Niagara ont disparu depuis longtemps. Et les lacs Erie et Ontario se sont unis pour former un immense superlac. Dans 300 000 ans,
Le système stellaire triple WR104 est sur le point d'exploser. Il tourne à une vitesse vertigineuse et il est possible que les radiations de l'explosion atteignent la Terre. Cela ferait beaucoup de dégâts à toute vie sur notre planète. Voyager 1 atteint l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, Sirius. Une étoile pas très drôle du tout. C'est vraiment sérieux, elle est à 8,6 années-lumière de la Terre. Dans 500 000 ans, les scientifiques sont pratiquement sûrs qu'une énorme météorite pourrait tomber sur la Terre d'un jour à l'autre. Elle pourrait même avoir la taille de 8 terrains de football. L'impact d'une météorite aussi massive provoquerait une explosion si puissante que son bruit serait entendu sur tous les continents. Cela serait suivi de tremblements de terre super puissants et de tsunamis plus hauts que le sympa Empire Municipal Building Tower, machin truc. Ok, je viens d'inventer ça, mais qui sait ce que nous construirons dans le futur? Dans 1 million d'années, l'étoile solitaire Gliese 710 vient très près de notre système solaire. Nous sommes entourés d'un énorme bouclier d'astéroïdes appelé le nuage de Oort, et l'étoile solitaire commence à affecter les astéroïdes qui s'y trouvent. Elle les attrape, les fait tourner et les projette vers le centre de notre système solaire. Des comètes, des grosses, commencent à tomber sur notre planète tout le temps, causant plus de tsunamis et de tremblements de terre. Dans 10 millions d'années, la mer Rouge s'étend progressivement dans le rift est-africain. L'Afrique est maintenant divisée en deux par un nouveau golfe océanique. La molécule d'ADN humaine s'est complètement décomposée. Mais ce n'est pas grave, nous sommes devenus totalement numériques sans aucun problème de vieillissement. Ce qui est vraiment cool, c'est que les autres animaux ont beaucoup évolué et changé de façon incroyable. Grâce à une interface simple, nous sommes en mesure de parler aux dauphins, aux chimpanzés, aux chiens et aux chats. Il s'avère que les chats ne sont pas ronchons, ils sont juste occupés à contempler la vie. Dans 25 millions d'années, la faille de San Andreas s'est récemment déchaînée et a provoqué l'inondation du golfe de Californie dans la vallée centrale. Il y a une nouvelle mer sur la côte ouest de l'Amérique du Nord. Dans 50 millions d'années, l'Afrique vient d'entrer en collision avec l'Eurasie. La mer Méditerranée a totalement disparu. Il y a une nouvelle, plus haute montagne du monde, son nom, le mont Everest bien sûr. L'Australie continue son voyage vers le nord. Elle est déjà entrée en collision avec l'Asie du Sud-Est il y a quelques millions d'années. Les quelques colonies humaines encore présentes sur Mars doivent faire leur bagage. Phobos, une des lunes de Mars, commence à orbiter à une altitude de plus en plus basse, ce qui n'est pas bon. Elle fait environ 22,5 km de large, alors ça va être désagréable. Dans 60 millions d'années, les montagnes rocheuses canadiennes, ce n'est plus qu'une gigantesque plaine plate. Dans 80 millions d'années, il ne reste plus qu'une seule île à Hawaï. Toutes les autres ont disparu sous l'eau depuis longtemps. Mais juste à côté, une toute nouvelle chaîne d'îles hawaïennes a émergé. Enfin, dans 100 millions d'années, on a réussi. L'Atlantique se réduit à néant, les Amériques se frottent presque à l'Afrique a déjà fusionné avec l'Eurasie. Nous avons à nouveau un super continent. Bonjour, Pangea Proxima. Toutes traces de vie humaine ont disparu ou sont profondément enterrées sous terre. Le mouvement des continents a détruit les tunnels, les routes, les bâtiments, les ponts. Les animaux et les plantes règnent désormais en maîtres sur la Terre. Alors, où sont tous les humains? Eh bien, tu te souviens que nous avons fait le saut vers le numérique il y a environ 90 millions d'années. Et ça continue. Des trillions d'esprits humains vivent sur un énorme disque dur dans un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre. La température très basse de l'espace permet de garder le disque bien au frais. Nous avons des millions de sociétés, de langues et de cultures différentes, tout comme il y a 100 millions d'années. La seule différence, nous sommes tous de petits 1 et 0 dans un immense univers numérique que nous avons créé. Et oui, le football existe toujours. Cette explosion est la plus brillante et la plus puissante de toute l'histoire de notre univers. Et c'est le début d'absolument tout. Un Big Bang qui s'est produit il y a 13,8 milliards d'années. Les particules élémentaires ont commencé à se répandre dans différentes directions et à se refroidir pour devenir de la matière. C'est le matériau de construction de l'univers futur. Toutes les galaxies, les trous noirs, les étoiles, les planètes, les astéroïdes et même toi et moi. Oui, nous avons tous été créés à partir du même ensemble de particules qui sont apparues lors du Big Bang. Avance rapide à 4,6 milliards d'années. Voici la nébuleuse qui est sur le point de devenir notre système solaire. Ce n'est qu'un nuage de poussière cosmique, de roches et de blocs de glace.
Les ondes de choc des supernovas provenant de différentes directions autour de cet endroit commencent à pousser la matière vers un centre commun, tout comme les vagues de la mer. À un moment donné, toute cette matière commence à se rétrécir autour d'un centre de gravité pour devenir un rocher géant. Il attire de plus en plus d'autres débris à lui. Il exerce une pression si forte sur son propre centre que des réactions nucléaires s'y déclenchent. Un peu plus de pression et que la lumière soit. C'est ainsi que notre Soleil est né. Il y a 4,59 milliards d'années. C'est à ce moment-là que les premières planètes géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, sont formées. Elles sont entièrement composées de gaz et non pas de surface solide. Certains avancent l'hypothèse qu'il y avait une cinquième géante gazeuse, mais elle a été éjectée en dehors du système solaire. Pendant encore 100 millions d'années, il y a une nébuleuse solaire, une jeune étoile brillante au centre et un tas de gaz et de poussière en forme de disque autour d'elle. Ce sont des restes de matière de la nébuleuse d'origine. C'est plutôt comme une soupe bouillonnante. Les ingrédients tourbillonnent autour du Soleil, remuant et se heurtant les uns aux autres. Ils forment le reste des planètes et des lunes de notre système solaire. Lorsque la poussière se dépose, nous pouvons voir Mercure, Vénus, la Terre, Mars, la ceinture d'astéroïdes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il y a 4,5 milliards d'années, alors que la Terre n'est encore qu'un amas de roches et de lave rougeoyante, Théa apparaît à l'horizon. C'est une protoplanète de la taille de Mars. Elle s'est formée près de la Terre et vole maintenant vers elle. Théa se brise en morceaux et arrache un gros éclat de notre planète. De nombreux débris restent dans l'orbite de la Terre et commencent à se rassembler. C'est ainsi que la Lune est née. Il y a 4,1 à 3,8 milliards d'années, c'est la période du grand bombardement tardif. Les restes de débris qui ne sont pas devenus des planètes continuent de voyager dans le système solaire. Ils frappent les champs gravitationnels des planètes récemment nées et tombent sur elles. C'est à cause de cet événement que nous pouvons voir tant de cratères sur Mercure et la Lune. Les scientifiques ont trouvé les restes des plus anciens micro-organismes du monde. Ils sont âgés d'environ 3,8 milliards d'années. Ils sont donc nés à peu près au moment où le chaos des météorites en chute libre a pris fin. Le processus d'évolution a commencé. Il y a 3 milliards d'années, de forts vents solaires et de fréquents impacts de météorites sur Mars l'ont privé de son atmosphère. L'atmosphère protégeait Mars des radiations solaires et maintenant la vie ne peut plus y naître, bien que certains scientifiques affirment que Mars était autrefois habité. Il y a 2,5 milliards d'années, une catastrophe en rapport avec l'oxygène se produit sur la Terre. Certains organismes ont évolué pour se nourrir de l'énergie du Soleil et produire de l'oxygène. Notre atmosphère a commencé à s'en remplir, ce qui a emporté presque toutes les formes de vie préexistantes. Mais cela a ouvert la voie à de nouvelles. Il y a 100 millions d'années, l'une des lunes de Saturne a été détruite, soit par une collision avec un gros astéroïde, soit par la planète elle-même. Les débris de la Lune ont commencé à graviter rapidement autour de la planète, à entrer en collision les uns avec les autres et à se transformer en petites roches et en poussière. La plupart de ces débris étaient constitués de glace et ils continuent à tourner autour de Saturne à ce jour. Tu peux les voir sous forme d'anneaux auprès de la planète. Il y a 66 millions d'années, la Terre subit l'impact d'un astéroïde de la taille de Manhattan. Les ondes de choc de l'impact peuvent être vues depuis l'espace. Le nuage de cendres a ensuite complètement recouvert la Terre et bloqué les rayons du Soleil. À la suite de cet événement, la plupart des organismes vivants, y compris les dinosaures, ont cessé d'exister. Il y a 70 000 ans, regardons le bord du système solaire, il y a une zone d'astéroïdes et de blocs de glace, le nuage d'Oort, et il y a un système d'étoiles errantes doubles qui s'en approche. Il arrache les astéroïdes du nuage d'Oort et les projette dans notre direction comme une fronde. Heureusement, l'étoile est passée à côté du système solaire, mais a promis de revenir. Il y a 356 ans, c'est la date de la première découverte de la grande tache rouge sur Jupiter. C'est la source de vents violents sur la planète avec des vitesses comparables à celles des supercars les plus rapides. Cette tache est 30% plus grande que la planète Terre. Temps présent, le système solaire a exactement la même apparence aujourd'hui qu'il y a quelques milliards d'années, mais l'humanité a ajouté quelques nouveaux objets. Tu peux voir de nombreux satellites artificiels et une vaste station spatiale internationale. Même sur Mars, on trouve plusieurs rovers envoyés par les terriens. Maintenant, regardons vers l'avenir. Au cours des prochaines décennies, la Terre enverra régulièrement des vaisseaux spatiaux vers Mars. Tous les 2 ans, lorsque la distance entre les planètes est la plus courte, tu verras peut-être une flotte entière de vaisseaux foncer vers la planète rouge. Dans 100 000 ans,
L'étoile errante revient dans le système solaire, elle perturbe à nouveau le nuage d'Oort et s'envole au loin. Dans 9 millions d'années, elle s'approchera à une distance record de 52 000 distances Terre-Soleil. Dans 10 millions d'années, la lune de Mars, Phobos, se rapproche régulièrement de la planète, à raison de 1,80 mètres tous les 100 ans. L'interaction gravitationnelle va d'abord la réduire en morceaux. Certains débris tomberont sur la planète rouge, d'autres resteront sur son orbite, sous la forme d'anneaux comme ceux de Saturne. L'avenir du système solaire dépend entièrement du Soleil. Tous les 1,1 milliard d'années, sa luminosité augmente de 10%. C'est parce qu'au fil du temps, il brûle de plus en plus d'hydrogène et devient plus chaud. Dans 1 milliard d'années, la température de la Terre deviendra si élevée que l'eau liquide n'existera plus. Les océans s'évaporeront, créant un effet de serre qui réchauffera encore plus la Terre. L'existence de la vie ici deviendra impossible. À ce moment-là, nous voyons une flotte entière de vaisseaux voler vers Mars. Ce sont les derniers habitants de la Terre. En raison de l'augmentation de la luminosité et de la température du Soleil, sa zone habitable, cet endroit idéal pour la vie dans le système solaire, s'est éloigné de l'étoile. Mars est maintenant beaucoup plus chaude. La glace sous son sol est devenue liquide et s'est évaporée, créant un effet de serre. Désormais, les conditions sur Mars sont idéales pour les humains. Dans 3,5 milliards d'années, la Terre ressemble maintenant à la Vénus des temps modernes. Elle est remplie de paysages sans vie avec des volcans et des lits de rivières asséchés. Dans 7,7 milliards d'années, le noyau en fusion du Soleil déclenche des réactions nucléaires dans l'enveloppe extérieure. En conséquence, le Soleil commence à s'étendre et devient une géante rouge. La taille de l'étoile sera multipliée par 256. Elle avalera littéralement les planètes voisines, Mercure et Vénus. Pendant que le Soleil brûle intensément son carburant, il perd du poids et sa gravité s'affaiblit. Cela signifie qu'il ne maintient plus autant toutes les planètes ensemble et que leurs orbites s'étendent légèrement. Il y a donc une chance que la Terre reste intacte et qu'elle soit désormais la planète la plus proche du Soleil. Mars est devenue trop chaude pour les humains aussi, et nous allons effectuer une autre migration lointaine, cette fois-ci vers le satellite de Saturne. Titan, c'est le seul endroit de notre système solaire, en dehors de la Terre, où l'existence d'eau sous forme liquide ait été prouvée. Les conditions ici devraient maintenant être adaptées pour accueillir l'humanité. Lorsque le Soleil aura épuisé un peu plus de la moitié de son carburant, il commencera à rétrécir à nouveau pour atteindre une taille 11 fois plus grande qu'aujourd'hui. Mais 100 millions d'années plus tard, il redeviendra une géante rouge pour la dernière fois. Après 30 millions d'années supplémentaires, l'étoile commencera à éjecter de puissants vents solaires et de la matière stellaire. Il y aura alors une magnifique nébuleuse planétaire qui se compose de l'ancienne enveloppe extérieure du Soleil. L'étoile perdra la plupart de son poids, ce qui signifie qu'elle ne pourra plus maintenir les orbites des planètes. Le chaos commencera dans le système solaire. Certaines planètes quitteront les frontières de notre monde, d'autres entreront en collision les unes avec les autres. Certaines d'entre elles pourront rester ici, mais sur une orbite plus lointaine. Et pour finir, il ne restera plus qu'une naine blanche de la taille de la planète Terre au centre du système solaire. Le Soleil se refroidira progressivement jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. S'il reste encore des planètes, elles seront froides et sombres, incapables d'accueillir la moindre forme de vie. De sa naissance à sa fin, l'histoire complète du Soleil aura pris environ 12,4 milliards d'années. Le centre de la Voie lactée est une scène où se donne la réplique un rayonnement intense, une forte gravité et de nombreux mystères. Un endroit où les forces de la nature sont poussées à leurs limites. Mais que se passerait-il si notre propre planète se retrouvait dans ce théâtre cosmique ? Que se produirait-il si la Terre parvenait d'une manière ou d'une autre à y survivre ? Commençons ce voyage au cœur de notre galaxie pour le découvrir. Imagine ceci. Tu flottes dans l'espace entouré de milliards et de milliards d'étoiles. Soudain, tu aperçois au loin une masse brillante et tourbillonnante de gaz et de poussière. Il s'agit, mon ami, de la Voie lactée, autrement dit, notre maison dans les vastes étendues de l'univers. On estime que la Voie lactée contient plus de 100 milliards d'étoiles et qu'elle s'étend sur environ 100 000 années-lumière. En d'autres termes, si on voyageait à la vitesse de la lumière, il faudrait 100 000 ans pour la traverser d'un bout à l'autre. Cela représente quelques milliers de milliards de kilomètres. Et il ne s'agit pas seulement d'un ensemble statique d'étoiles et de gaz, mais d'un système dynamique en constante évolution.
En fait, la Voie lactée se déplace actuellement dans l'espace à une vitesse d'environ 2,1 millions de kilomètres à l'heure. L'un des aspects les plus fascinants de notre galaxie est sa forme. La Voie lactée est une galaxie spirale, ce qui signifie qu'elle ressemble à un disque avec un bulbe central et des bras spiraux. Les bras spiraux sont les zones où naissent les nouvelles étoiles. C'est là que se concentrent le plus d'étoiles, de gaz et de poussière, et que se trouve le système solaire. Notre système est comme une minuscule tache dans la grande tapisserie cosmique de la Voie lactée. Il se trouve à environ 26 000 années-lumière du centre de la galaxie, une distance plutôt importante, n'est-ce pas? Le système solaire se déplace également dans la Voie lactée en orbite autour du centre de la galaxie. Il lui faut approximativement 230 millions d'années pour effectuer une orbite complète autour de la galaxie. Imagine un peu, depuis l'époque des dinosaures, nous n'avons parcouru qu'un quart de ce chemin. La position du système solaire dans la galaxie a de nombreuses répercussions sur notre vie. Par exemple, la quantité de radiation et de rayons cosmiques à laquelle nous sommes exposés, et même la probabilité d'impact d'astéroïdes, etc. De plus, grâce à notre emplacement, nous pouvons jouir de vues étonnantes de l'univers qui nous entoure. Depuis notre point d'observation dans la Voie lactée, nous pouvons observer d'autres galaxies, des nébuleuses et des amas d'étoiles dans des détails à couper le souffle. Nous évoluons aussi dans un voisinage très actif, avec de nombreuses autres étoiles et planètes à proximité. Nous avons donc de la chance. Mais que se passerait-il si nous n'avions pas ces opportunités? Et si la Terre était située au centre de la Voie lactée? Le centre de la Voie lactée abrite une région de l'espace appelée bulbe central. Elle est remplie d'étoiles. C'est comme une boule disco, mais au lieu de miroir brillant, elle est recouverte d'étoiles. Seulement, cette boule disco est vraiment énorme. Elle a un diamètre d'environ 10 000 années-lumière. Le centre de la Voie lactée abrite également des environnements extrêmes qui feraient frémir même le plus courageux des astronautes. Les particules à haute énergie et les champs magnétiques intenses peuvent faire des ravages sur les appareils électroniques et les engins spatiaux. Les champs de radiation intenses peuvent griller tout ce qui se trouve sur leur passage. Ce n'est donc pas vraiment un endroit propice à la vie telle que nous la connaissons. Si la Terre était située près du centre de la Voie lactée, elle serait très différente. Examinons quelques-uns des effets potentiels. Tout d'abord, les radiations. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le centre de la Voie lactée est l'une des régions les plus irradiées de la galaxie. Cela rendrait la vie sur Terre très difficile, voire impossible. Certes, nous disposons du champ magnétique terrestre. C'est une sorte de bouclier géant qui nous protège des rayonnements nocifs provenant de l'espace extra-atmosphérique. Mais pourrait-il nous sauver si nous étions situés au centre de la Voie lactée? Malheureusement, la réponse est non. C'est un peu comme essayer d'utiliser un minuscule parapluie pour s'abriter d'une énorme tempête. La galaxie gagnerait donc facilement. Mais le tableau n'est pas si noir. Certains organismes courageux sont capables de s'adapter à des niveaux élevés de radiation. Nous avons vu que la vie sur Terre a évolué pour survivre partout, des profondeurs de l'océan aux pôles glacés de la planète. Imaginons donc ce qui se passerait si nous devions, d'une manière ou d'une autre, évoluer pour survivre dans ces conditions difficiles. Imaginons des humains dotés d'une peau dure et écailleuse qui les protège des radiations et des plantes dotées de structures uniques qui leur permettent de prospérer dans cet environnement lumineux. Mais même ainsi, les rayonnements pourraient avoir des effets très effrayants sur l'être humain. Par exemple, elles pourraient endommager les molécules d'ADN et provoquer des mutations. Imagine un monde où les plantes auraient 5 feuilles au lieu de 4, où les animaux auraient un pelage étrangement coloré, où les gens auraient des yeux d'une couleur inhabituelle, ou d'autres caractéristiques originales. Et ce ne sont là que quelques-uns des meilleurs exemples. Ne parlons même pas des plus moches. En outre, elles pourraient nous faire subir des changements métaboliques. Notre corps pourrait traiter la nourriture et d'autres ressources plus rapidement, ce qui pourrait entraîner des taux de croissance plus rapides et des tailles plus importantes. Les plantes pourraient devenir grandes et larges et les animaux seraient beaucoup plus imposants que la normale. Il existe également sur Terre des organismes capables de produire de la bioluminescence. Grâce à des niveaux élevés de rayonnement, ils pourraient briller encore plus que d'habitude.
Imagine que tu te promènes dans une forêt la nuit et que tu vois les arbres, les champignons et même les insectes briller d'une étrange lumière bleue ou verte. À la fois effrayant et surprenant, n'est-ce pas? Mais passons au prochain grand changement, la gravité. Au centre de la Voie lactée, la gravité est incroyablement forte. Tout cela grâce à un trou noir supermassif, dont la masse est environ 4 millions de fois supérieure à celle du Soleil. Ce trou noir s'appelle Sagittarius A. Et oui, c'est notre voisin maintenant. Génial! Et en supposant que nous ne soyons pas avalés par ce trou noir ou écrasés par cette gravité incroyablement forte, cela pourrait tout de même déclencher de nombreux tremblements de terre et éruptions volcaniques. Ce trou noir serait comme un tyran gravitationnel, tirant et arrachant tout ce qui se trouve sur son chemin. En fait, si nous survivions à ce trou noir, nous participerions tous les jours à une sorte de compétition de surf grandiose. Il suffit d'ajouter un peu de frisson en risquant sa vie. Et oublions l'idée de fuir la planète. Ce ne serait plus du tout aussi simple de lancer des fusées. Oh, et les objets physiques ne seraient pas les seuls à être affectés par la gravité. Le temps s'écoulerait très différemment pour nous. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, le temps s'écoule plus lentement dans les zones de forte gravité. En d'autres termes, les terriens vieilliraient moins vite qu'une personne située loin du centre de notre galaxie. Par ailleurs, le centre de la Voie lactée est un endroit très animé. Des étoiles, des planètes et d'autres objets célestes s'y déplacent chaque jour à des vitesses incroyablement élevées. Les positions des étoiles et des autres objets changent constamment. En d'autres termes, il faut dire adieu à la navigation normale. Les systèmes GPS ne seraient probablement pas fiables en raison de l'intensité des forces gravitationnelles et des radiations. Si tu te perds accidentellement dans une forêt phosphorescente avec des animaux effrayants, bonne chance. Mais il n'y a pas que du négatif. Le centre abrite également des nuages moléculaires. Ce sont des régions de l'espace où naissent les nouvelles étoiles. Et la Voie lactée, en général, offre des paysages étonnants. Par exemple, des nébuleuses étonnantes comme la nébuleuse d'Orion et la nébuleuse de l'Aigle, qui sont visibles avec des télescopes ou même simplement avec une bonne paire de jumelles. Si la Terre était située au centre de la Voie lactée, nous serions aux premières loges pour assister à certains des événements cosmiques les plus spectaculaires. Ne serait-ce pas génial? En résumé, si la Terre était située au centre de la Voie lactée, elle serait très différente. Bien sûr, nous savons tous que notre planète n'aurait pas survécu à un tel changement. Mais il est tout de même intéressant d'imaginer comment notre vie se déroulerait si nous y étions. Et à en juger par ce dont nous venons de parler, ce ne serait pas beau à voir. Alors, chérissons et apprécions notre paisible petit système solaire. Ce chapeau à large bord plat est quasiment devenu la marque de fabrique de tout cow-boy qui se respecte dans la culture populaire, même si en fait personne ne le portait vraiment à l'époque de la conquête de l'Ouest. Les cow-boys, ou plus exactement les bouviers, étaient pour la plupart de simples garçons de ferme à qui on faisait faire le sale boulot dans des guenilles tout aussi sales, tandis que ces chapeaux coûtaient cher, vraiment cher. Ces hommes ne pouvaient pas se les offrir même s'ils le voulaient, et ils ne le faisaient pas. Les chapeaux larges n'étaient pas pratiques car ils étaient lourds et gênants. La plupart des cow-boys leur préféraient les chapeaux melons plus légers. Mais imagine un peu le légendaire Clint Eastwood te fixer sous le rebord de son chapeau melon. Non, mieux vaut garder les chapeaux à large bord que l'on connaît dans les westerns. Comment se fait-il que les pompiers éteignent les incendies si rapidement? Leur eau est-elle plus mouillée ou quelque chose du genre? Eh bien en fait, oui, elle l'est. C'est une amélioration assez récente, mais les pompiers ajoutent certains réactifs à l'eau pour réduire sa tension de surface. Par conséquent, elle se répand plus facilement et imprègne mieux les objets. La découverte d'un pot de miel millénaire parfaitement comestible lors de fouilles archéologiques a donné naissance à un mythe selon lequel le miel ne peut jamais se gâter. Si tu achètes du miel, que tu enlèves le couvercle et que tu le stockes dans un environnement humide, il s'altérera assez vite. Toutefois, il est vrai que le miel a des propriétés antibactériennes et antifongiques, si bien qu'aucun germe ne peut y vivre s'il est stocké correctement. Avec un couvercle fermé et un environnement sec, il ne devrait pas se détériorer de ton vivant. Tu as peut-être entendu dire que la teinte rose de ton frappuccino à la fraise est obtenue grâce à des insectes écrasés. C'était vrai jusqu'en 2012. De petites bestioles appelées cochenilles étaient broyées pour fabriquer de la teinture rouge. Cette méthode est encore utilisée par de nombreuses entreprises, mais tu ne trouveras plus les insectes dans ton café. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Tu as sûrement entendu dire qu'Albert Einstein était très mauvais en maths à l'école.
À tous ceux qui pensent pouvoir égaler son génie même en ayant de mauvaises notes, désolé. Lorsqu'on lui a raconté cette histoire en 1935, Einstein a simplement ri et a dit qu'il maîtrisait le calcul différentiel et intégral avant d'avoir 15 ans, même si ce n'était pas au programme du collège à l'époque. Le mythe a été inventé dans les années 1930 par Ripley's Believe It or Not, croyez-le ou pas, un journal traitant de faits bizarres. Le problème, c'est qu'il n'a jamais cité de source crédible, donc pas une seule affirmation sur Einstein n'a résisté. Lorsque les gens disent que leur sixième sens leur a dit quelque chose, cela signifie quelque chose d'autre que les habituels sens que sont le toucher, l'odorat, le goût, la vue et l'ouïe. Mais la phrase pourrait aussi être correcte si on disait le 8e sens, ou même le 25e sens. 25 sens, c'est toujours mieux que 25 cents. Il existe plusieurs opinions sur le nombre réel de nos sens, le plus élevé à ce jour étant 53. La proprioception, par exemple, est la perception de la position de ton corps dans l'espace. Si tu peux fermer les yeux et toucher ton nez avec un doigt, félicitations, tu l'as. Tu as probablement entendu beaucoup d'histoires sur les secrets cachés de la face sombre de la Lune. Le seul problème, c'est que cette soi-disant face sombre n'existe pas. Notre satellite naturel est en rotation synchrone avec la Terre, ce qui signifie que nous voyons toujours le même côté de l'astre. Mais le Soleil ne suit pas la même règle, et il éclaire aussi l'autre face de la Lune comme tout le reste. Et c'est logique. Les éclipses solaires ne pourraient pas se produire si le Soleil n'éclairait pas l'autre côté de la Lune. En effet, c'est justement la Lune qui bloque les rayons du Soleil lors d'une éclipse. D'ailleurs, les éclipses se produisent parce que le Soleil est 400 fois plus éloigné de notre planète que la Lune. Mais il est aussi 400 fois plus grand. L'effet est donc un blocage total des rayons solaires, ne laissant apparaître que cette troublante couronne lumineuse. Si tu aimes les sushis, tu sais peut-être déjà que la pâte verte avec laquelle ils sont habituellement servis n'est pas du vrai wasabi. C'est du simple réfort, teint en vert pour avoir l'air exotique. Le vrai wasabi a un goût plus doux, et il est aussi très cher. Il est d'ailleurs facile de savoir s'il est vrai ou non. S'il n'est pas fait devant toi, alors ce n'est pas du wasabi. En parlant de baleine, ce que nous nous apprêtons à faire, la baleine bleue est souvent considérée comme le plus grand être vivant ayant jamais vécu. Et c'est vrai que cette gentille géante est immense. Mais hélas, elle n'est même pas proche du véritable détenteur du record, le champignon du miel qui vit dans les Blue Mountains de l'Oregon. En le regardant depuis la surface, tu ne pourras pas dire que tu regardes quelque chose de massif. En réalité, il s'agit d'un seul champignon qui couvre une superficie de 1350 terrains de football, dont la majeure partie sous terre. De plus, il n'est pas juste vieux, il est très vieux. Son âge est estimé à 2400 ans. Mais il pourrait atteindre 8650 ans. Personne ne peut l'affirmer avec certitude. La pauvre baleine bleue n'est même pas deuxième dans le classement. Cet honneur revient à Pando, le géant tremblant. C'est un peuplier faux tremble du centre-sud de l'Utah qui ressemble à une immense forêt, mais qui est en fait un seul organisme. Tous les arbres d'une zone de 0,4 km² poussent à partir d'un seul système racinaire. Mais ce qui est encore plus stupéfiant que sa taille, c'est le poids de Pando. Ensemble, ses racines et ses arbres pèsent environ 6000 tonnes, ce qui est en fait l'organisme le plus lourd qui existe. Il n'y a peut-être pas de mal à dégonfler un peu tes pneus quand tu es bloqué dans la neige. Mais conduire comme ça quand tu es hors de danger est un risque déraisonnable. Des pneus dégonflés diminuent ton niveau de contrôle sur la voiture, surtout sur une route verglacée, et tu as plus de chances de te retrouver à nouveau coincé. Donc, au lieu de dégonfler délibérément les pneus de ta voiture en hiver, assure-toi d'avoir des chaînes ou des crampons pour une meilleure adhérence et mets quelques éléments essentiels dans ton coffre pour te dépanner en cas de problème. Le kit de base pourrait inclure une pelle, bien sûr, une corde de traction et un sac de sable, de sel ou, si tu n'en as pas, de litière pour chat. C'est mieux si elle est à base de minéraux, bien sûr, mais même celle en silicone fera l'affaire en cas de besoin. Les diamants sont des pierres précieuses très spéciales et leur coût est justifié par leur beauté et leur rareté, n'est-ce pas? Pas exactement. En fait, ils ne sont pas aussi rares que ce que nous avons été portés à croire. Et les scientifiques ont même trouvé un moyen de créer des diamants artificiels, ce qui rend leur production plutôt facile. Mais ils coûtent quand même très cher. Leur succès provient en partie de mythes et légendes autour des pierres précieuses qui remontent loin dans le temps. Mais plus récemment, au siècle dernier, c'est surtout grâce à des campagnes publicitaires très efficaces que les grands monopoles du marché du diamant ont réussi à convaincre la planète de la rareté de ces pierres,
en faisant des symboles uniques de romance et d'engagement. Même si les chauves-souris sont désorientées à la lumière du jour, ce n'est pas parce qu'elles sont aveugles. En fait, leur vue est même meilleure que la nôtre la nuit. Elles voient simplement tout en nuances de noir et de blanc. Il leur est donc difficile de s'orienter quand il y a tant de lumière autour d'elles. Le mythe selon lequel les chauves-souris sont aveugles est probablement né du fait qu'elles utilisent l'écholocation pour trouver leur chemin. Il n'est probablement pas nécessaire de te dire que notre planète n'est pas ronde. Sa forme a même un nom spécial, une géoïde. Mais dire qu'elle est plus proche d'une forme elliptique ou d'une autre forme appropriée serait également incorrect. La Terre tourne constamment à une vitesse hallucinante, ce qui lui donne une forme un peu ovoïde, c'est vrai, mais les plaques tectoniques qui se déplacent en son sein affectent aussi sa forme. Bien que cette torsion et ces remous soient très lents, quelques centimètres par an, les mouvements tectoniques font que la surface de la Terre s'élève à certains endroits et s'enfonce à d'autres. Finalement, la planète ressemble plus à un ballon déformé qu'à autre chose.